Les services de renseignement américains disent que l'armée russe s'effondre, ne stagne pas, ne lutte pas, s'effondre. Après des mois d'assauts épuisants, de pertes humaines croissantes et de drones remplissant le ciel, les forces de Poutine perdent maintenant des hommes, des blindés et de l'élan plus rapidement qu'ils ne peuvent les remplacer. Et les analystes occidentaux disent que le point de rupture est proche. Des pertes massives de chars, une artillerie épuisée, 1 million de victimes. Malgré un recrutement record, la Russie est incapable de lancer une autre offensive majeure. Ce que nous observons n'est pas seulement un revers tactique, c'est un tournant. Qu'est-ce que le renseignement américain a découvert exactement? Et à quel point la Russie est-elle proche de l'effondrement total? Analysons cela, en débutant par le territoire, d'après Richard Baron, ex-chef du commandement des forces conjointes du Royaume-Uni. Il identifie clairement le problème majeur de la Russie. La Russie prend encore très progressivement des morceaux de territoire, mais à un coût insoutenablement élevé. Selon un responsable ukrainien de la sécurité anonyme qui s'est confié au Kyiv Independent, le point de vue de Baron sur le dilemme actuel de Poutine est fondé. La Russie est incapable de gagner du terrain depuis la fin de la contre-offensive ukrainienne. Le responsable mentionne ce que beaucoup considèrent comme l'échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023. Bien que la tentative de repousser la Russie hors d'Ukraine ait échoué, elle a permis à l'Ukraine d'éliminer assez de soldats et d'équipements russes pour renforcer ses défenses, au point où l'avantage numérique de Poutine devient de moins en moins pertinent. Malgré leur supériorité de 3 contre 1, en nombre de troupes, voire plus en termes de système d'armes, les chiffres confirment que les efforts sont encore insuffisants, selon l'officiel. Selon le ministère de la Défense du Royaume-Uni, ministère de la Défense, la Russie a capturé environ 130 miles carrés de territoire ukrainien en avril. Cela fait suite à plusieurs mois où la Russie a vu son taux de capture diminuer, de manière significative, culminant en mars 2025, lorsque les forces de Poutine n'ont capturé que 55 miles carrés. Nous avons donc constaté une légère amélioration en avril, la Russie parvenant à prendre environ 2,3 miles carrés d'Ukraine par jour. Une grande partie de ce territoire a été prise autour de Pokrovsk, où l'armée russe a lancé une nouvelle offensive dans l'effort de Poutine pour prendre la région du Donbass. Cependant, cela seul révèle l'échec des ambitions territoriales de Poutine. Le leader russe essaie de prendre Krovsk depuis au moins 2024. Principalement parce que Pokrovsk était le centre logistique clé de l'Ukraine dans la région, et sa prise rapprocherait Poutine de la frontière administrative de Donetsk. Cependant, chaque effort que la Russie fait échoue, et le pays perd un grand nombre de troupes dans le processus. Nous n'avons pas encore les chiffres complets des pertes de troupes russes pour le mois d'avril. Toutefois, de nombreux rapports de pertes quotidiennes révèlent l'ampleur des pertes russes durant le mois, notamment en avril. Le 23e a vu la Russie perdre 1210 de ses soldats, ainsi que 85 de ses systèmes d'artillerie en seulement 24 heures. Le lendemain, la Russie a perdu 1060 soldats et 3 chars face aux défenses ukrainiennes. En prenant ces 2 jours comme moyenne pour avril, on peut supposer en toute sécurité que Poutine sacrifie environ 1135 de ses soldats toutes les 24 heures pour réaliser ses maigres gains en Ukraine. Cela équivaut à une perte de 1100 soldats par 2 points. 3 miles carrés de territoire pris en avril. Les barons et le fonctionnaire ukrainien ont raison. Ces pertes ne sont pas durables pour l'armée russe. Une récente évaluation de la Defense Intelligence Agency suggère que la Russie gagne toujours, mais à un coût énorme, un point similaire à celui évoqué précédemment. Présenté au Congrès par le lieutenant-général Jeffrey A. Cruz selon le Washington Post. Le rapport affirme que la guerre en Ukraine continuera probablement à évoluer lentement en faveur de la Russie jusqu'en 2025. Sans règlement négocié ou aide occidentale plus robuste cependant, selon Baron, le rapport indique que le rythme des gains de la Russie en Ukraine ralentit et continue de se faire au détriment de pertes élevées en personnel et en équipement. Selon le rapport dévoilé au Congrès, l'évaluation de la Defense Intelligence Agency révèle à quel point la situation se détériore pour Poutine. La Russie a perdu au moins 10 000 véhicules de combat terrestres, dont plus de 3 000 chars, ainsi que près de 250 avions et hélicoptères, et plus de 10 navires de guerre. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, ces chiffres seraient sous-estimés, et les pertes russes seraient en réalité plus importantes dans tous les domaines. 10 854 chars, 22 222 véhicules de combat blindés, 372 avions, 336 hélicoptères, 28 navires et un sous-marin. Peu importe comment vous le voyez, ces pertes sont très mauvaises. Le Washington Post rapporte que tant les responsables occidentaux actuels que passés ont également souligné à quel point la guerre de Poutine s'est dégradée en un véritable hachoir à viande. Au cours des 12 derniers mois, la Russie n'a réussi à prendre que 0,6% du territoire ukrainien, au coût de 1500 soldats tués ou blessés par jour.
affirment les responsables. Selon certains, les pertes russes atteindraient maintenant 1 million de soldats. Le ministère ukrainien des Finances avance le chiffre de 980 850. Selon The Washington Post, la situation est devenue si mauvaise pour Poutine qu'il a dû changer sa façon d'aborder son invasion. Aucun camp n'a réussi à faire des progrès significatifs sur le terrain, selon le rapport. Cela signifie que la guerre a évolué au point où la Russie et l'Ukraine comptent sur des frappes de missiles et de drones à longue portée pour causer des dégâts. Ce n'est pas une surprise pour l'Ukraine qui n'a jamais tenté de prendre le contrôle de la Russie. Mais pour la Russie, la dépendance croissante à ce type d'attaque montre comment Poutine ne peut plus compter sur ses troupes au sol pour prendre du territoire. Les chiffres démontrent cette dépendance croissante a une stratégie à long terme. Le 23 mai, la Russie a bombardé l'Ukraine avec 298 drones d'attaque et 69 missiles balistiques, déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a répondu en envoyant des vagues de ses propres drones en Russie le week-end suivant, ce qui a conduit les responsables russes à affirmer que les défenses aériennes de leur pays avaient abattu environ 700 drones pendant une période de 72 heures, dont environ une centaine approchèrent de Moscou. L'approche de Poutine a changé, passant de la conquête territoriale à la prolongation de la guerre pour éviter l'effondrement de la Russie, car il y a été contraint. Chaque frappe de ce genre montre clairement au monde que Moscou prolonge la guerre, a déclaré Zelensky suite à l'attaque du 23 mai. Oui, Zelensky a souligné qu'il faut intensifier la pression sur la Russie pour initier une véritable diplomatie. Seules des sanctions supplémentaires contre des secteurs clés de l'économie russe obligeront Moscou à stopper les attaques. Nous aborderons plus tard l'idée de sanctions supplémentaires et la réponse occidentale aux tentatives vacillantes de la Russie pour prendre l'Ukraine. Mais le Washington Post souligne un point clé. Les drones et les frappes à longue portée ne conquièrent pas de territoire et ne permettront à aucun des deux camps de gagner la guerre, dit-il. Selon des officiels et experts, c'est là que réside le problème de Poutine. Selon des responsables occidentaux, les drones sont devenus l'arme mortelle dominante dans la guerre en Ukraine, causant 80% des pertes sur le champ de bataille des deux côtés. Toutefois, les drones ne peuvent pas prendre le territoire, ce que Poutine doit faire s'il veut remporter la guerre qu'il a initiée. Les drones peuvent tuer et causer des dégâts, mais ne peuvent pas occuper un territoire. Ils doivent être suivis de soldats au sol. Et comme l'ont souligné plusieurs experts, Poutine n'est pas capable de faire cela en raison d'une combinaison des défenses de l'Ukraine et de l'affaiblissement de l'armée russe. Mais pourquoi Jack Watling, qui est un chercheur principal à l'Institut Royal des Services Unis, ou Royal United Services Institute, pense-t-il avoir la réponse? Selon Watling de l'organisation basée à Londres, la Russie a attiré un nombre record de recrues dans son armée en 2025. Cela laisse penser que les forces de Poutine sur le terrain vont se renforcer, mais ce n'est pas le cas. Watling souligne que ces recrues ont été attirées dans l'armée russe par une combinaison de la promesse de paiement en espèces massifs et une assurance de la Russie que la guerre prendra fin bientôt. Le résultat est que l'armée russe dépend de plus en plus de nouveaux visages mal formés, incapables de réaliser les gains territoriaux dont Poutine a besoin. Selon Watling, cela pourrait expliquer le ralentissement significatif des avancées terrestres russes. Cependant, il souligne aussi que les défenses ukrainiennes contribuent au revers russe persistant. En particulier, dit le camarade Rusy, l'Ukraine a créé une zone défensive de 10 miles, qui est absolument remplie à ras-bord de tranchées et de mines. L'Ukraine a créé cette zone autour du territoire que Poutine veut s'emparer. Sa stratégie est simple, pousser les forces russes dans cette zone de tuerie pour les ralentir. Les mines font une grande partie du travail pour éliminer les forces mécanisées de la Russie, l'Ukraine soutenant ses défenses avec des drones de courte portée qui déciment toutes les forces russes qui s'approchent même de la ligne de front de l'Ukraine. Poutine doit compter sur ces approches à longue portée. Par conséquent, il est redevable à ses troupes sur le terrain et ne peut pas atteindre ses objectifs. Selon le Washington Post, un responsable ukrainien affirme que l'incursion de Koursk en 2024 en Ukraine a probablement contribué aux échecs de la Russie dans sa conquête de territoire. En août 2024, l'Ukraine a envoyé un petit contingent de soldats dans l'oblast russe de Koursk, profitant des défenses frontalières affaiblies de Poutine. Durant le processus, l'Ukraine a capturé environ 1250 miles carrés de territoire russe, incluant 92 établissements en seulement quelques semaines. S'en est suivi une tentative de plusieurs mois de la Russie pour expulser l'Ukraine de Koursk, réussie mais à un coût massif. Au moment où la Russie prétendait avoir expulsé l'Ukraine de Koursk, elle avait perdu un stupéfiant 62 000 soldats, selon Reuters. Selon le ministère russe de la Défense, les pertes ukrainiennes étaient tout aussi importantes. L'Ukraine a perdu 76 000 soldats et 412 chars dans la bataille. Pour Koursk, il est assez probable que ces chiffres aient été gonflés pour faire paraître les pertes ukrainiennes pires que celles de la Russie.
Un responsable ukrainien affirme que cela faisait partie du plan. L'invasion de Koursk par l'Ukraine a contraint Poutine à détourner des ressources pour reprendre un mince morceau de son propre territoire, affirme l'officiel. Cela a réduit la pression dans le Donbass, permettant à l'Ukraine de mettre en place ses défenses. Poutine doit maintenant sacrifier plus de 1000 soldats par jour pour réaliser de minimes avancées. La Russie ne peut pas continuer ainsi, même avec un grand nombre de recrues intégrant son armée en 2025. Poutine s'est retrouvé dans une position d'impasse. Il est logique que les nouvelles recrues, inexpérimentées, ne soient que des corps envoyés par Poutine à l'abattoir, incapables de prendre le terrain nécessaire. Et ça empire pour les dirigeants de la Russie, bien pire. En plus des problèmes démographiques, Poutine est confronté à une pénurie de chars. Selon Jack Watling de Royal United Services Institute, les Russes peuvent poursuivre le combat. La force deviendra progressivement démécanisée avec le temps, limitant la durée de maintien de leur mode de fonctionnement actuel, comme le souligne justement Watling. Nous avons déjà partagé l'ampleur des pertes de chars russes. Dès février, des rapports de renseignement indiquaient que ces pertes étaient insoutenables pour l'Institut international d'études stratégiques, ou Institut international d'études stratégiques. La Russie a perdu 1400 de ses principaux chars de combat et a subi de lourdes pertes de ses véhicules de combat blindés. Une fois de plus, les chiffres de l'Institut international d'études stratégiques sont conservateurs, ne prenant en compte que les pertes confirmées au combat. Malgré ces chiffres prudents, l'Institut international d'études stratégiques affirme que la Russie est en difficulté, bien qu'elle ait plus de chars et de véhicules en réserve, selon le groupe. Le problème de Poutine est que la majeure partie de cet équipement est en très mauvais état. Poutine a déjà retiré de ses stocks soviétiques les chars et véhicules facilement remis à neuf, ne lui laissant que les restes. Et même si la Russie peut restaurer davantage de ce stock vieillissant, l'Institut international d'études stratégiques souligne que ces pertes massives d'équipements ne peuvent pas être compensées par le processus de remise à neuf. Selon l'Institut international d'études stratégiques, la Russie n'aura pas suffisamment de chars de combat principaux pour continuer ses opérations, après 2026. La situation de Poutine n'est pas aidée par le fait que l'industrie de la défense russe est seulement capable de produire environ 200 nouveaux chars de combat par an. Ce chiffre serait normalement impressionnant, mais pas quand votre pays en consomme 7 fois plus par an, selon une estimation prudente. Cette production, couplée à la tentative de rénover des stocks de chars en baisse constante, n'augure rien de bon. Pour une offensive qui semble déjà être dans une impasse sur le terrain, tout cela se résume à une terrible nouvelle pour Poutine. La Russie manque d'opportunités offensives. Baron souligne que la Russie est sur le point de dépasser le pic. Selon Baron du Washington Post, la Russie est actuellement à son apogée en termes de capacité à conquérir le territoire ukrainien et à mener une offensive. Il est très improbable maintenant que l'armée russe ait l'équipement, les personnes et la formation et la logistique pour monter une offensive qui briserait la ligne ukrainienne. Et s'il le faisait, l'exploiter aussitôt. Baron est soutenu par un autre expert occidental, Dara Masakot, du centre Carnegie Russie-Eurasie. Il y a une différence entre repousser les Ukrainiens de 5 à 10 km à la fois à un coût élevé, et avoir la main-d'œuvre et l'armure assemblée derrière cela. Pour exploiter une percée et pour occuper et franchir tous ces obstacles, Masakot raconte au Washington Post. Les besoins en équipement représentent toujours une facture colossale, et je ne vois cette concentration nulle part. En résumé, la Russie ne peut pas atteindre les objectifs de Poutine qui ont évolué au cours de l'invasion. Initialement, il voulait prendre tout le pays. C'était l'objectif de son offensive éclair en février 2022. Cette campagne devait durer quelques jours, le temps que les défenses ukrainiennes s'effondrent face à la puissance russe. Lorsque cela n'a pas fonctionné, Poutine s'est adapté à la guerre d'usure que nous voyons encore aujourd'hui, croyant qu'il pourrait prendre toute l'Ukraine par le simple nombre. Cela n'a pas fonctionné non plus. Maintenant, l'objectif semble être de prendre les régions clés ukrainiennes Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhia. Nous assistons à une diminution progressive des ambitions de Poutine en Ukraine, conséquence de la résistance ukrainienne face à la Russie. Selon Masakot et de nombreux experts cités dans cette vidéo, la Russie n'aurait pas la capacité de mener les offensives terrestres nécessaires pour s'emparer de ces régions entières. La Russie prépare une offensive d'envergure cet été pour faire croire que son armée est toujours pleinement opérationnelle, mais ce ne sera qu'une façade. Cependant, les preuves montreront le contraire. Avec la dépendance croissante de Poutine aux assauts à longue portée, le manque d'unités mécanisées russes et les sacrifices massifs de soldats pour de petits gains territoriaux déjà observés. Ce qui aggrave tous ces problèmes pour Poutine, c'est qu'il ne reçoit probablement pas d'informations précises. Poutine croit que le temps joue en sa faveur et que l'Ukraine saigne plus vite que la Russie, a déclaré un responsable européen au Washington Post. Cependant, un autre responsable européen affirme le contraire.
Poutine pourrait être trompé par des subordonnés qui lui disent simplement ce qu'il veut entendre. Selon l'officiel, ces subordonnés surestiment le succès actuel de la Russie dans leur rapport, au lieu de refléter l'état réel du champ de bataille ukrainien. Ainsi, Poutine fonctionne sur de fausses informations, tant en termes de niveau de succès que ses forces atteignent en Ukraine qu'en termes de puissance de l'armée russe. Tout cela nous amène à une question, que se passe-t-il ensuite ? Selon le rapport de la Defense Intelligence Agency, souffrir de ces illusions signifie que la Russie ne va pas changer sa stratégie. Le rapport affirme que Poutine semble à l'aise avec le coût actuel de ses avancées lentes. Ils estiment pouvoir épuiser les ressources et la volonté de l'Ukraine, et surpasser le soutien occidental. L'idée semble être qu'il est temps pour l'Ouest d'aider l'Ukraine à exploiter la faiblesse grandissante de la Russie. Comme mentionné précédemment, Zelensky a appelé l'Occident à imposer davantage de sanctions contre la Russie. Le président ukrainien pense que ces sanctions nuiraient à la Russie alors qu'elle prévoit d'investir 150 milliards de dollars dans la défense. En 2025, c'est une hausse de 25%, ajustée pour l'inflation par rapport au budget russe de 2024, soit environ 40% du budget fédéral total de la Russie. Les sanctions augmenteraient la pression, et une proposition bipartite aux États-Unis propose justement cela. Le 20 mai, le sénateur républicain Lindsey Graham et le sénateur démocrate Richard Blumenthal ont introduit une législation, avec le soutien de 81 autres sénateurs. Cela remet en cause l'utilité des pourparlers de cessez-le-feu, alors que la Russie, bien qu'affaiblie, montre qu'elle ne cessera pas le combat. Cette législation appelle à la mise en œuvre de sanctions secondaires sur tout pays qui fait affaire avec la Russie dans les domaines clés du pétrole, du gaz, de l'uranium et de produits similaires. Il demande aux États-Unis d'imposer un tarif de 500 sur les nations achetant ces produits à la Russie. L'objectif étant de pousser ces nations hors des griffes de Poutine. Moins d'achats de fournitures russes signifie moins d'argent qui entre dans les coffres de Poutine, une situation dont le leader russe n'a pas besoin, alors qu'il épuise déjà les réserves financières de la Russie pour financer sa guerre. Le problème est que les États-Unis pourraient ne pas appliquer ces sanctions. Le 16 mai, le président américain Donald Trump a suggéré la possibilité d'un retrait complet des États-Unis des négociations de cessez-le-feu. Après de longs appels téléphoniques avec Poutine et Zelensky, Trump a affirmé qu'il avait une ligne rouge dans sa tête qui le pousserait à se retirer. J'ai une ligne spécifique en tête, mais je préfère ne pas la révéler pour ne pas compliquer davantage la négociation. Il reste à voir. Si franchir cette ligne signifierait la fin des pourparlers de cessez-le-feu, ou le retrait du soutien américain à l'Ukraine. Zelensky espère que l'Ukraine l'emportera contre l'armée russe en décomposition, car tous les signes l'indiquent. Malgré les nombreux problèmes soulevés par les experts américains et occidentaux, Zelensky pourrait avoir de la chance. Si Trump semblait s'adoucir envers Poutine il y a 10 jours, il est maintenant mécontent du leader russe. S'exprimant après l'attaque aérienne russe du 25 mai, qui a impliqué 367 missiles et drones et tué 12 personnes, Trump a dit qu'est-ce qui lui est arrivé. Trump a déclaré que Poutine tuait beaucoup de gens en Ukraine, et l'a qualifié de complètement fou. Il a averti que les tentatives continues de conquérir l'Ukraine mèneraient à la chute de la Russie. Trump semble être sur le point de durcir sur Poutine, surtout si le leader russe poursuit son offensive estivale, ce qui est problématique pour Poutine. Il misait sur son aptitude supposée à manipuler les États-Unis pour faire durer la guerre. S'il a jamais eu cette capacité, elle lui glisse entre les doigts. Surtout maintenant que les États-Unis sont conscients de la faiblesse de l'armée russe. Mais que pensez-vous de l'effondrement de l'armée russe et du véritable changement qu'il apporte à la guerre en Ukraine ? Assistons-nous au début d'un tournant où les offensives terrestres de la Russie passent de à peine efficaces à pratiquement inexistantes en termes de territoire gagné ? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur les dernières actualités de la guerre en Ukraine. Découvrez ces chiffres incroyables. La Russie mettra un siècle à s'en remettre. Sinon, regardez plutôt cette autre vidéo.